se propage. Pour combattre la désinformation, il est important de partager des informations venant de sources fiables, comme les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Vous aimez la chanson française? Retrouvez-nous du lundi au jeudi entre 14h et 15h sur IDFM Radio Anguin. Tu pourrais m'emmener très loin. Vos coups de cœur, nouveautés et grands classiques de la chanson française. Vos plus belles chansons françaises du lundi au jeudi entre 14h et 15h sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Vous écoutez IDFM. Il est 10h. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Un grand merci à DJ Charlie qui m'accompagne pour la technique. Et puis vous pouvez nous suivre en FM 98.0, en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, et en web radio idfm 98.fr. Alors, comme tous les jours, 5 minutes sur le Covid avec notre expert Jean-Claude Durousseau et le professeur Gilbert Deray, suivi des infos du jour et nos entretiens aujourd'hui avec Éric Andrieux, député européen, rapporteur de la PAC sur la souveraineté alimentaire et le stockage des denrées alimentaires. Et puis, nous aurons Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise, pour faire un petit point sur les filières les plus touchées et les questions actuelles que se posent les chefs d'entreprise. Et puis, nous aurons aussi Georges Druon, coach d'affaires, qui va nous donner 2-3 bons conseils. En tout cas, c'est ce qu'on attend bien sûr pour la reprise notamment. Et puis nous lirons bien sûr un extrait. Et cette fois, Samira Chaka-Fandaloussi a choisi un extrait de Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Kadra, paru chez Julliard. Alors tout de suite, 5 minutes sur le Covid avec notre expert, le professeur Gilbert Deray. 5 minutes pour comprendre le Covid-19. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. Aujourd'hui, on est en période de Covid-19 et les musulmans rentrent en période de Ramadan. Est-ce qu'on a un message particulier à leur adresser? Bonjour. Donc tout d'abord, écoutez, merci de me donner l'opportunité de souhaiter un très bon Ramadan à tous les musulmans de France et du monde. Alors, la question de la religion en général et de la santé, c'est une question qui m'est posée tout simplement dans la consultation. Moi, je n'ai bien sûr aucune qualité, aucune connaissance, d'ailleurs pour aucune religion. Mais il faut que j'essaye de rendre service à mes patients. C'est ça le débat. Et donc, voilà ce que la médecine nous dit et voilà ce que la prudence nous dit. Tout d'abord, la santé est extrêmement importante et quelle que soit la religion de chacun, ce que l'on m'a appris, c'est que la santé devait de toute façon primer. Pas sur les convictions, mais faire en sorte que l'application de sa religion ne vous mette pas en danger. Pour ce qui est du Covid-19, on n'est pas plus à risque d'attraper le Covid-19 si on fait ou non le Ramadan. Ça pose évidemment aucun problème. La seule réserve, c'est évidemment le problème du regroupement, et je crois que ça a été prévu. Il faudra éviter d'être très, très, très nombreux pour pas que le virus se diffuse. Donc, si vous n'êtes pas malade, il n'y a strictement aucun problème. Maintenant, si vous êtes malade, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Alors, hors Covid-19, et ça c'est vraiment une question qui est fréquente, si vous prenez des médicaments, il va falloir les prendre quand même. Alors, on peut aussi essayer de s'adapter. Vos médicaments, vous les prenez en général le matin et ou le soir. Eh bien, prenez-les le matin et ou le soir, décalez un petit peu la prise de vos médicaments en fonction des horaires du Ramadan. Il est rarement indispensable que ce soit à l'heure près. Je vais prendre un exemple. Vous avez un antihypertenseur que vous prenez en général à 20h. S'il est décalé à 22h, ça ne va poser aucun problème. Posez quand même la question à votre médecin traitant, mais globalement, je pense que ça ne pose aucun problème. Le deuxième problème, et là on va s'approcher peut-être plus du Covid-19, c'est si vous avez de la fièvre. Attention, parce que la fièvre, c'est une perte de liquide, d'eau par la peau, qui peut être très importante, des litres et des litres et des litres. Donc si vous avez beaucoup de fièvre, alors vous allez devoir vous hydrater, et il est possible que vous ayez besoin de vous hydrater pendant la journée. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est, premièrement, pas de problème avec le Covid-19, si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, pour les médicaments en général, modulez vos horaires pour pouvoir respecter vos convictions. Et troisièmement, ne vous mettez évidemment pas en danger, votre vie de toute façon prime.
Est-ce qu'il est utile pour ne pas déprimer son système immunitaire de prendre des vitamines, voire des vitamines naturelles comme des jus d'orange pour attaquer cette journée de Ramadan en forme? Alors, si vous mangez normalement, si vous buvez normalement, eh bien, il n'y a strictement aucun intérêt à aucun complément alimentaire et à aucune boisson. Les compléments alimentaires, ça ne se donne que lorsqu'on a une carence qui a été montrée et pour une durée relativement brève. Par exemple, prenez l'exemple du jus d'orange ou du jus de citron, plutôt le jus d'orange. Plutôt que de prendre un jus d'orange avant d'attaquer le jeûne Ramadan, il faut manger une orange. Et pourquoi il faut manger une orange? Parce que vous aurez la même quantité de vitamines, mais vous aurez aussi les fibres qui sont extrêmement importantes pour la qualité de cette alimentation. Et puis vous éviterez de vous faire ce qu'on appelle un shoot de sucre. Si par exemple vous êtes diabétique, et si vous prenez un jus d'orange, c'est comme si vous avaliez du sucre en quantité rapide, immédiate. Si vous prenez une orange, si vous la mangez, si vous mâchez, vous lissez l'absorption du sucre. Donc plutôt que des jus, plutôt que des compléments, mangez des fruits et légumes. Ce qu'il faut bien rappeler, donc là on a été exhaustif sur les médicaments, les compléments alimentaires, l'alimentation, il faudra bien insister sur finalement l'aspect festif du Ramadan avec ces rassemblements, et là pour le coup on n'a pas le droit. Oui, enfin on n'a pas le droit, c'est même pas par décret, c'est que non seulement on ne veut pas se mettre en danger, mais on ne veut pas mettre les autres en danger. Rappelons que 40% des personnes qui ont le virus et qui donc vont avoir la Covid-19, n'ont pas de signes, n'ont pas de symptômes. Donc c'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on n'a aucun signe qu'on n'a pas le virus. Et donc si on fait ces rassemblements, si par exemple vous avez le virus, vous allez contaminer votre famille et vos amis. Et donc malheureusement, c'est une année particulière. On va devoir se mettre ensemble par des numériques, par Zoom ou d'autres applications. Eh bien, merci professeur Deray pour toutes ces précisions. On souhaite bien sûr un excellent Ramadan à tous les musulmans de France et du monde. À demain, et d'ici là, portez-vous bien. Alors j'en profite pour rappeler que tous ceux qui ont des maladies ou besoin de consulter autres que pour le Covid, il faut aller voir vos médecins parce qu'il y a une chute des consultations en ce moment et donc c'est grave, d'autant si vous risquez d'avoir une maladie un peu plus chronique. Et puis je signale que le cabinet spécialisé Covid-19 de Deuil-la-Barre fermera ses portes à la fin de la semaine en principe car il y a une grosse chute de personnes répertoriées Covid-19, ce qui est une bonne nouvelle pour en tout cas la zone de Deuil-la-Barre. Donc si vous avez besoin, profitez-en encore cette semaine. Autre information du jour, aide au stockage privé pour les agriculteurs. La Commission européenne prend conscience que la souveraineté alimentaire européenne est une priorité stratégique. Éric Andrieux, bonjour. Vous êtes député européen, rapporteur de la PAC. Alors comment garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire et qu'allez-vous faire au niveau de l'Europe ? D'aliments. Et effectivement, dans le moment où nous sommes, il faut savoir que c'est pas garanti, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je vous donne quelques exemples, je vais essayer d'être simple dans l'exposé, mais aujourd'hui, en matière de stock alimentaire, vous savez, ce qui fait la sécurité alimentaire, c'est le stock en particulier des céréales. Bien sûr. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous n'avons pas de problème de stock alimentaire à l'échelle mondiale, puisque nous avons dans ce moment-là plus de deux fois le stock que nous avions en 2007. C'est-à-dire qu'on a actuellement plus de 600 millions de tonnes de stock de céréales, blé, maïs et riz principalement. Voilà, au niveau mondial. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais là où il faut qu'on s'interroge, c'est que 55% de ce stock est constitué en Chine aujourd'hui. Voilà. Et que nous sommes dans une période de ce qu'on appelle la fin de campagne, c'est-à-dire la fin de voilà, on a récolté, et ensuite on est au bout de la campagne, donc voilà, on va aller sur une nouvelle récolte, donc en matière de céréales, mais au niveau européen, en fin de campagne, nous n'avons quasiment pas de stock. C'est-à-dire, en gros, pour donner deux éléments d'indication assez précis, au niveau européen, nous avons seulement, au jour où nous parlons, 43 jours de stock
dans cette fin de campagne. C'est-à-dire quand toujours d'avance. Alors qu'au niveau chinois, par exemple, ils ont 9 mois de stock donc, de céréales. Donc, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, comme il y a du stock global, imaginons que le stock européen se solde, se consomme, on peut toujours acheter donc, des céréales sur le marché mondial, donc, et en particulier aux Chinois ou aux Asiatiques. Mais encore faut-il qu'ils ne ferment pas l'exportation. On a déjà vu hier soir que certains pays asiatiques plus petits que la Chine ont fermé leurs exportations de riz. Bien sûr, pour la même raison que j'évoque, c'est-à-dire qu'ils veulent se prémunir, si vous voulez, et garantir la sécurité alimentaire de leurs citoyens. Alors justement, vous dites, vous êtes, il faut quand même le dire, vous êtes rapporteur pour la PAC, et vous dites carrément que les premières réponses agricoles de l'Europe ne sont pas du tout à la hauteur, c'est-à-dire... Alors, agricole, pour le secteur agricole. Hein. Donc, c'est pour le secteur agricole, si vous voulez, la Commission européenne a, en début de crise, déclenché un certain nombre d'outils liés à la politique agricole commune, qui étaient de bonne facture. C'est-à-dire qu'elles ont permis de décaler les déclarations, ils ont permis d'avancer les financements liés à la PAC auprès des agriculteurs, ce qu'on appelle les paiements directs, ce qui est lié directement aux producteurs, mais ils n'ont pas déclenché ce qu'on appelle des outils de gestion de marché. C'est-à-dire nous vivons dans cette période-là une crise de l'offre et de la demande. C'est pas tout à fait lié à le problème de sécurité et souveraineté alimentaire, mais c'est lié à l'économie du marché agricole. C'est-à-dire que le marché mondial s'est fermé, voilà, le marché européen s'est fermé, et une partie du marché national s'est fermée. Et donc, les problèmes, par exemple, pour le lait, donc on a effectivement une surproduction de lait, donc par rapport à la consommation, et donc il y a un déséquilibre de marché, de fait, dû au confinement. Donc il fallait, et j'ai alerté le commissaire européen très vite, il y a 3 semaines de ça à peu près, il fallait très vite déclencher ces outils-là de gestion de marché, je veux dire quels sont-ils, pour pouvoir faire en sorte que la crise n'ait pas lieu, et qu'on ne se retrouve pas en rupture donc, de produits. Par exemple, pour ce qui est de la gestion de marché, la Commission européenne a plusieurs moyens, plusieurs leviers d'ordre juridique, d'ordre financier, d'ordre réglementaire, d'ordre financier. Elle peut participer de l'intervention publique. Par exemple, pour le lait, aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, les prix du lait sont en chute libre. Et ça veut dire que si ça continue à chuter, dès le mois de mai, il va se déclencher un processus automatique qui est l'intervention publique. C'est-à-dire que la Commission européenne va intervenir sur le marché pour acheter des produits pour sauver la filière laitière. Alors ça, c'est assez irrationnel, si vous voulez, parce que ce sont l'industrie laitière qui est dans ce circuit-là, et où il y a un problème de transparence, c'est-à-dire de savoir l'évolution du marché, pour déclencher l'intervention publique. Mais justement, on ne comprend pas actuellement. Les citoyens ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut laisser les agriculteurs jeter leurs marchandises, pourquoi on n'est pas capable de stocker justement, et comment se fait-il que les agriculteurs n'arrivent pas à gagner leur vie honnêtement, enfin d'avoir un revenu minimum au moins, parce que quand on fait, c'est grave. Alors, il y a 2 questions dans votre question. Il y a la question du stockage privé, puisque c'est un second outil. La Commission européenne peut financer le stockage privé. Quand un produit est stocké, et ce que je demandais une fois semaine pour la poudre de lait en particulier, si vous voulez, donc il a un coût. S'il n'est pas mis dans les circuits économiques, le portage et le stockage de ce produit a un coût réel pour les producteurs. Et donc il y a des moyens réglementaires et financiers au sein de l'Union européenne, donc c'est la Commission qui est responsable des marchés intérieurs, je le redis, donc pour intervenir pour le financement du portage du stock privé. Et ça, la Commission, elle l'a décidé hier. C'est un grand pas, donc moi jusqu'à présent j'étais à l'alerte permanente depuis 3 semaines, et hier la Commission vient de décider donc, de mettre en place des mesures d'aide au stockage privé pour les produits laitiers, c'est-à-dire le beurre, les poudres et le fromage, pour du lait et le fromage, ainsi que pour le secteur bovin, et caprin. Ah, c'est une très bonne nouvelle alors. C'est une très bonne nouvelle, exactement. Donc, elle a déclenché des outils enfin hier pour aider au stockage privé, prenant conscience de la situation d'urgence pour sauver le secteur. Donc, cette aide qui a été débloquée hier, elle pourra se mettre en action quand vers les éleveurs?
C'est assez rapide, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, ils ont décidé, donc les moyens sont là, ça va venir donc à les agriculteurs par le secteur professionnel et donc par l'organisation professionnelle suivant les secteurs. Chaque secteur est organisé différemment. Et ça va intervenir très rapidement. Mais par exemple, pour aller plus loin dans ma... Voilà, vous avez donc entendu l'interview. Merci beaucoup, Éric Andrieux, pour cette explication. Donc, la bonne nouvelle, vous avez compris, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de stock, que 55% des stocks alimentaires sont constitués par la Chine. Mais bonne nouvelle, la Commission européenne a décidé de mettre en place des mesures d'aide au stockage privé pour le lait, le beurre et le fromage, et pour le secteur bovin et caprin, tout comme pour le secteur viticole, mesure qui devrait être appliquée d'ici quelques semaines, le temps bien sûr que les textes soient votés. Pour les fruits et légumes, par contre, il y a une conservation et une surgélation, et une autre stratégie est à construire dans la future PAC, d'après donc Éric Andrieux. Voilà pour cette interview, et on le remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce matin. Alors, autre info du jour, c'est si vous êtes particulier employeur de salariés, le gouvernement a pris la décision de reconduire le dispositif d'indemnisation exceptionnelle pour le mois d'avril. Pour les employeurs dont le salarié aura travaillé au cours du mois et qui ne peuvent pas assumer les coûts et les heures prévues non travaillées, vous déclarez et vous rémunérez les heures réalisées par votre salarié selon les modalités habituelles. Puis, à compter donc depuis ce week-end, vous pouvez déclarer sur un formulaire d'indemnisation exceptionnelle les heures prévues et non réalisées au mois d'avril. Le formulaire indiquera le montant de l'indemnité à verser au salarié. Et après une analyse de la demande, vous recevrez sous 2 à 5 jours un mail de confirmation du CESU et vous serez remboursé bien sûr sur votre compte bancaire par le CESU. Alors, je signale que pour faciliter la saisie, le formulaire d'indemnisation nécessitera une authentification. Et une fois identifié, eh bien sûr, il faudra mettre votre mot de passe et votre identifiant. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner le salarié concerné, donc ça ira après beaucoup plus facile. Voilà, ce formulaire est logiquement déjà accessible depuis ce week-end. Autre information du jour, c'est Air France qui a obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France, et le gouvernement néerlandais prévoit, lui, de fournir une aide d'urgence de 2 à 4 milliards. Ce plan de sauvetage n'est pas sans contrepartie. La compagnie doit poursuivre sa restructuration. C'est pourquoi le directeur général de la compagnie, Ben Smith, évoque l'hypothèse d'un plan de départ volontaire dans un entretien aux Échos et un retour à l'heure normale d'ici 2 ans minimum. Et il pense que les très gros porteurs d'Airbus A380 pourraient faire les frais de cette crise et quitter la flotte d'Air France KLM plutôt que prévu. Ryanair, vous avez peut-être entendu, ne revolera pas si le siège du milieu doit rester vide, car le patron, Michael O'Leary, a déclaré qu'on ne peut pas gagner d'argent avec un taux de remplissage à 66%. EasyJet, par contre, avait évoqué la semaine dernière la possibilité de laisser les sièges médians vides dans une phase initiale de reprise des vols, car ils disent disposer d'une trésorerie suffisante pour encaisser une immobilisation, même si elle devait durer 9 mois. Et pour cela, EasyJet a obtenu 2 milliards de livres de financement, dont un prêt de 600 millions de livres du Trésor et de la Banque d'Angleterre dans le cadre du fonds d'urgence de soutien mis en place en réponse à la crise. British Airways, elle, de son côté, a décidé de placer une majorité de ses salariés en chômage partiel, et le fondateur de Virgin Atlantic, Richard Branson, a demandé au gouvernement d'aider la compagnie qui pourrait sinon faire faillite. Alors Jean-François Benon, merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone, bien sûr. Bonjour Jean-François, on va faire un tour de ce problème des compagnies aériennes, car le secteur donc de l'aérien en Val d'Oise, c'est un secteur très important, tout comme l'hôtel et la restauration. Donc, qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est évident que la crise sanitaire que l'on traverse a des incidences terribles sur l'activité économique de ce secteur, qui est un secteur, vous le rappeliez, tout à fait déterminant pour un territoire comme le Val d'Oise, qu'on le veuille ou non. L'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport du Bourget, l'aviation d'affaires, l'aviation générale ou l'aviation commerciale sont des secteurs qui représentent de nombreux emplois dans le Val d'Oise. On a coutume de dire que, selon les statistiques, l'aéroport Charles de Gaulle lui-même, la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle, c'est à peu près 92 000 emplois sur l'aéroport lui-même, mais c'est un peu plus de 300 000 emplois qui sont directement liés à l'activité juste au l'aéroport
le périmètre, ce qui veut dire concrètement que même si l'aéroport est à la frontière entre le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, en réalité, une grande partie de ces emplois ont une incidence directe sur des habitants de notre département. Donc on est évidemment extrêmement attentif à la santé de ce secteur et force est de constater que ce secteur, vous venez de le rappeler avec quelques indicateurs, c'est un secteur qui souffre sans doute un de ceux qui souffrent le plus pour le moment dans notre pays et comme c'est le cas d'ailleurs dans le monde par rapport à la crise sanitaire, tout simplement parce que les flottes sont au sol, comme on dit. Air France aujourd'hui, c'est 95% de ces vols qui sont annulés, ce qui veut dire que la compagnie a mis plus de 40 000 de ses salariés en chômage partiel et il y a évidemment énormément d'incertitudes sur les conditions d'une reprise de l'activité. Il y a des secteurs où on peut espérer évidemment que dès que la crise sera passée, l'activité va reprendre très vite. C'est pas du tout certain sur le secteur du transport aérien pour tout un tas de raisons, l'ouverture des frontières, la crainte des passagers de se retrouver dans un endroit confiné comme un avion, même si d'ailleurs l'air dans un avion est sans doute le plus pur et le plus protégé qui existe, puisque vous savez que dans un avion, le cycle de renouvellement de l'air complet de l'appareil, c'est toutes les 3 minutes. Il n'y a pas en réalité, un endroit plus pur en matière de renouvellement d'air qu'un avion. Mais enfin, en attendant, il y a des appréhensions, ce qui veut dire concrètement que nous avons des perspectives très inquiétantes. Tous ceux qui s'intéressent au secteur de l'aéronautique et de l'aérien, je dis aéronautique et aérien parce que si le transport aérien va mal, et c'est l'incidence de l'activité de l'industrie, de la construction, de la maintenance aéronautique, de fortes inquiétudes également. Voilà. Bien sûr, donc, parce que c'est toute une chaîne finalement. Parce qu'il n'y a pas que la fabrication mécanique, il y a aussi tout ce qui est repas, enfin tout ce qui va autour. Bien sûr, le secteur de l'aérien sur un territoire comme le Val d'Oise, avec la plateforme aéroportuaire, c'est de ce qu'on appelle la place aéroportuaire. La place aéroportuaire, c'est pas uniquement la partie de l'atterrissage et du décollage des avions, c'est tout ce qui gravite autour d'un avion. Et vous savez que c'est énorme. L'économie du transport aérien, elle est bien sûr, c'est celle à laquelle on pense, c'est l'appareil qui nous transporte. Mais en réalité, pour qu'un avion décolle, il y a énormément de métiers qui sont liés, notamment la sphère aéroportuaire. La société Aéroport de Paris rencontre à peu près les mêmes préoccupations aujourd'hui. C'est énormément d'emplois également, Aéroport de Paris, énormément, et eux aussi ont placé énormément de leurs salariés en chômage partiel. Et le trafic aérien est évidemment le critère pour un aéroport. Quelle est la proportion du trafic aérien qui va redémarrer, dans quel délai? Le président d'Air France que vous citiez dans l'interview des Échos, lui-même et ses collègues internationaux ont à peu près la même vision, estiment qu'on ne peut pas imaginer une reprise normale, entre guillemets, avant 2 ans, et en attendant une reprise qui peut être très, très lente. Donc ne serait autorisé que le fret finalement, pour le moment. Enfin, pour l'instant, actuellement, il y a un programme très réduit de vols qui continue à fonctionner. Il y a quelques vols sur les États-Unis, il y a 2 vols, 3 vols, 4, 5 destinations aux États-Unis, mais avec un vol par semaine. Donc, vous voyez, il y a un vol sur Tokyo, il y a quelques vols comme ça qui continuent, 2 ou 3 vols sur l'Afrique, mais c'est rien du tout. Enfin, le programme, et puis il y a quelques vols intérieurs. Pour l'instant, je crois qu'il y a 3 lignes au moment où on parle en France qui continuent à fonctionner, mais avec très très peu de vols. C'est Nice, Marseille et Toulouse. À partir du 11 mai, Air France prévoit d'ouvrir au compte-gouttes Brest, Montpellier et Bordeaux, mais tout ça va se faire avec des très très peu de vols, 1 vol par semaine, 2 vols par semaine. Autant dire que c'est un programme squelette, comme on dit aujourd'hui chez Air France. Alors, Jean-François Benon, je rappelle que vous êtes directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. J'aimerais aussi qu'on aborde les questions des chefs d'entreprise, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour aider les chefs d'entreprise. J'en ai parlé depuis 15 jours, mais il y a quand même des manques. Quelles sont les questions actuelles que vous posent les chefs d'entreprise ? Écoutez, lorsqu'on les a au téléphone, on passe beaucoup de temps, évidemment, à prendre, entre guillemets, des nouvelles des dirigeants, autant qu'on le peut, on écoute et on est réceptif à leurs préoccupations. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement,
il y a une appréciation globale sur la réponse qui a été apportée par les acteurs publics, que ce soit l'État ou que ce soit le Conseil régional, les collectivités territoriales dans leur ensemble, les compagnies consulaires. Enfin, je veux dire, notre pays fait la preuve quand même que dans une crise qui était à la fois prévue et très grave, il y avait du répondant, et on voit bien qu'on est un pays qui a la capacité à réagir par rapport à ces situations. Alors, globalement, les dispositifs sont appréciés, mais ces dispositifs, qu'il s'agisse du chômage partiel, qui touche aujourd'hui un peu plus de 10 millions et demi d'habitants, de salariés de notre pays, que ce soit le fonds de garantie pour les toutes petites entreprises, ou que ce soit le prêt, le PGE, le prêt garanti par l'État qui est accordé, ces trois dispositifs majeurs sont appréciés et tout simplement indispensables si on voulait maintenir au moins l'activité potentielle au moment de la reprise. Parce que le vrai danger, si ces dispositifs n'avaient pas été mis en œuvre, c'est que au moment de la reprise, il n'y avait plus d'entreprise, il n'y avait plus de capacité à redémarrer. Donc pour l'instant, on a un peu placé sous cloche, l'économie est sous cloche, et les dirigeants, pour la plupart, ont apprécié ces dispositifs. Pour autant, ces dispositifs étant ce qu'ils sont, ils coûtent horriblement cher, ils sont extrêmement pénalisants pour la perte de la dynamique économique lorsqu'il va y avoir la reprise. Ça va coûter très cher en réalité, et très cher à l'État, très cher aux collectivités territoriales, très cher aux acteurs économiques. Le vrai problème, c'est que malgré ces efforts massifs, il y a comme on peut dire, des trous dans la raquette. On a des petites entreprises qui ont du mal à obtenir les dispositifs existants. Alors au départ, ça a été un peu long pour le chômage partiel. Je crois qu'aujourd'hui, on est en vitesse de croisière. Les dossiers sont traités à peu près rapidement. En Île-de-France, un tout petit peu moins vite. Ça tient à la taille de la région. Mais globalement, les indemnisations ont été versées pour le mois de mars, et ça sera le cas pour le mois d'avril. Bon, ça fonctionne à peu près, même s'il y a quelques retards encore. Pour ce qui concerne le prêt garanti par l'État, on a des remontées, nous, d'entrepreneurs, pas énormément, mais il y en a régulièrement, toutes les semaines, qui se plaignent sur la difficulté de négociation avec les banques. Les banques, vous le savez, ont la capacité à donner ce prêt, à octroyer ce prêt avec une garantie à 90% par l'État. Donc la prise de risque du banquier est limitée dans la plupart des cas à 10%. Et pourtant, malgré ça, on a des banquiers qui sont réticents, qui font traîner les dossiers, qui refusent des dossiers. Donc ce que l'on propose aux entreprises qui sont dans ce cas-là, avec le soutien de la Banque de France, c'est de les orienter vers un dispositif qui marche bien, qui s'appelle la médiation du crédit, qui est un dispositif qui permet à la Banque de France d'intervenir dans le process de négociation avec le banquier et d'inciter et de discuter avec le banquier pour comprendre les réticences. Et souvent, la médiation du crédit permet de débloquer des affaires. On a plusieurs cas, nous, où ce dispositif a été redoutablement efficace. Là où le banquier était réticent, après intervention de la Banque de France dans la médiation du crédit, il a fini par octroyer le prêt. Mais il y a quelques petites difficultés autour de ça, et c'est très douloureux pour les entreprises qui se trouvent dans et certaines d'entre elles ont beaucoup d'emplois. Dans le Val d'Oise, on a des entreprises avec 10, 11, 15, 60 emplois qui se voient refuser des prêts de cette nature. C'est un vrai problème. La même chose pour les... En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On va répéter ce que vous venez de dire. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des soucis pour obtenir des crédits. C'est de faire appel à la médiation. Et donc là, pour ça, Jean-François Benon, on contacte qui? C'est très simple. Alors, c'est vraiment un dispositif très simple. Ça se fait en ligne. Il y a un site qui s'appelle, en un seul mot, médiateurducrédit.fr, et vous pouvez, il y a quelques documents, quelques éléments à compléter, et ensuite la Banque de France rappelle le dirigeant. Donc tout se fait en ligne sur Internet. On dépose le dossier quand on a une négociation compliquée ou lorsqu'il y a un refus du banquier, et ensuite les services de la Banque de France vous appellent et vont vous accompagner dans la négociation avec le banquier. Donc ce dispositif est vraiment à recommander. Il y a le même problématique pour les startups. On a des startups qui ont un peu de mal, ou des entreprises innovantes qui ont pas beaucoup d'antériorité, qui ont du mal avec les banquiers. Là, il y a un autre prêt qui est intéressant avec la BPI, la Banque publique d'investissement, a été BPI France, a été assez efficace également, et on a plutôt des bons retours en ce qui nous concerne.
de l'intervention de Bpifrance pour les sociétés innovantes. Bon, mais une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte qu'il y a également le fonds de garantie. Le fonds de garantie, c'est vraiment c'est l'outil qui est destiné aux TPE, aux petits commerçants, aux petits artisans, aux entrepreneurs individuels. Là, l'aide peut porter sur 1 500 € dans un premier temps, et ensuite, grâce à l'intervention du conseil régional, à partir du 2e mois, on peut obtenir, en redéposant un dossier plus complet, on peut obtenir entre 3 000 et 5 000 €, ce qui commence à devenir effectivement plus solide et plus confortable. Plus intéressant, surtout pour un gérant salarié majoritaire notamment. Oui, alors donc là, il faut déposer un dossier au titre du fonds de garantie. Ça se fait également en ligne. Il faut faire la preuve pour la première phase, le fonds de garantie de base, que l'on a un différentiel évidemment entre le chiffre d'affaires qu'on avait eu il y a un an, entre mars 2019 et mars 2020, et en fonction de ce différentiel, ce qui prouve la perte d'exploitation, eh bien, il y aura cette aide de 1 500 € dans un premier temps. Et ensuite, on redépose un dossier sur le fonds de garantie qui s'appelle phase 2, Covid-19 phase 2, et là, on peut obtenir jusqu'à entre 3 et 5 000 € selon les cas, en faisant également la preuve qu'on n'a pas pu obtenir un prêt de la banque et qu'on a besoin absolument de ce fonds de solidarité, puisque là, on est dans un fonds de solidarité. Voilà. Donc là, pour cette dernière possibilité, Jean-François Benon, comment fait-on, à qui s'adresse-t-on ? Alors là, il faut également déposer un dossier en ligne. Ça se fait sur chacun d'entre nous et chaque commerçant ou chaque individu. Vous avez un compte, on a tous un compte aujourd'hui en ligne à la Direction Générale des Finances Publiques. C'est le site sur lequel on déclare ses impôts. Tout simplement. Un site en ligne, voilà, tout simplement. Et donc l'entrepreneur individuel, le commerçant, l'artisan, la petite entreprise, la TPE va sur son compte, dépose une demande sur ce compte. Ça se fait très facilement également. Là, vraiment, tout ça a été très simplifié. Et par contre, c'est le RIB, il faut pas changer de RIB parce que RIB de l'entreprise qui touchera l'argent. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il y a eu des petits problèmes au départ parce que certains avaient changé le RIB en disant je vais faire virer ça sur mon compte personnel. Non, c'est le compte qui est enregistré dans ce dispositif qui doit rester en place pour que l'argent arrive sur le compte de l'entreprise. Voilà. C'est la seule chose à dire. Alors malheureusement, malgré que c'est là aussi le fort succès de ce dispositif, il faut quand même en faire de la promotion parce qu'on se rend compte que l'Île-de-France pèse lourd dans le niveau national et notamment pour la phase 2 du dispositif, le dispositif qui est abondé par le Conseil régional. Le Conseil régional a mis beaucoup d'argent pour renforcer ce dispositif. On s'est rendu compte que la part de l'Île-de-France au niveau national était pas encore assez importante statistiquement, ce qui veut dire qu'il y a encore trop d'entreprises qui n'ont pas fait la demande pour bénéficier de la phase 2 de ce fonds de solidarité. Et donc, il est vraiment important que les entrepreneurs y pensent, notamment les plus petits, les plus fragiles d'entre eux, parce qu'il y a de vraies inquiétudes au moment de cette reprise sur les restaurateurs, ça va de soi, bien entendu, comment ça va se passer pour les restaurants dans la situation actuelle, dans quel délai. On commence à parler du 15 juin, mais personne n'en sait rien. On en saura plus peut-être demain avec déclaration du Premier ministre. Mais il y a une inquiétude évidemment massive des restaurateurs qui sont les derniers qui seront amenés à réouvrir, mais toutes les TPE, tous les commerçants, tous les artisans se posent des problèmes. Alors, le message que l'on peut passer, il a été renouvelé par les élus et la présidente et les vice-présidentes du Conseil régional de France. Surtout, pensez à utiliser ce fonds, parce que la région a mis de l'argent. Il ne faut pas que ce fonds ne soit pas utilisé maintenant qu'il a été abondé par ces financements, et c'est quand même de l'argent utile. Il y a juste un petit problème, c'est qu'on a quelques cas un peu compliqués. Ce sont les cas où on a des dirigeants de TPE qui sont non salariés et ils peuvent pas bénéficier évidemment du chômage partiel puisqu'ils ne sont pas salariés et ils ont des difficultés quand ils n'ont pas d'antériorité par rapport à l'année passée ou qui ne remplissent pas toutes les cases pour bénéficier du fonds de solidarité. Bien, on a des cas où on a des dirigeants qui se retrouvent sans un sou, sans aucun soutien. Et là, évidemment, il faut imaginer quelques dispositifs complémentaires. Il y a des réflexions en cours pour essayer de couvrir cette case qui, aujourd'hui, n'est malheureusement pas bien couverte par l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. C'est vrai, en tout cas. Le Conseil régional, je termine, est en train de réfléchir avec les intercommunalités, celles qui le pourront, pour abonder une sorte de fonds supplémentaires qui couvriraient précisément ces difficultés des entreprises
très petite taille et qui passe un petit peu à côté de tous les dispositifs dont on vient de parler. C'est compliqué parce qu'il y a toujours des cas particuliers, mais en tous les cas, il existe des solutions. Il faut surtout se renseigner. Il y a beaucoup de choses en ligne sur Internet. Il y a les compagnies consulaires, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, le Conseil régional ont mis en place des centres d'appel qui répondent à toutes ces questions. Le CEVO est évidemment disponible de son côté, mais c'est le cas de beaucoup de dispositifs. Le MEVO pour les entreprises du MEDEF également, etc., etc. La TPME 95. Tout le monde est mobilisé dans le département. Il faut se renseigner, ne pas hésiter à téléphoner, aller sur Internet. Il y a vraiment beaucoup d'explications. Et si on n'est pas suffisamment informé sur Internet, les lignes téléphoniques spécialisées sont là pour ça. Donc vraiment, ne pas hésiter à se renseigner. Voilà, et puis si vous n'avez pas bien entendu toute cette interview, bien nous allons mettre cette émission sur YouTube. Comme ça, vous pourrez tout réentendre, donc les dispositifs et faire appel aux aides. Et puis aussi, vous rapprocher donc de vos associations si en tant que chef d'entreprise, vous êtes membre d'une association de chefs d'entreprise, bien sûr. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Jean-François Benon. On va vous souhaiter un très bon confinement. Et puis on refera le point dans quelques temps, si vous voulez bien. En attendant, avec grand plaisir, merci. Merci à vous. Je vous propose une jolie pause musicale créée par notre DJ Charlie et on revient dans quelques secondes. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. C'était Romantisme par DJ Charlie. On poursuit nos entretiens du jour, donc toujours bien sûr pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, notre dernier entretien, c'est avec Georges Druon, coach d'affaires. Bonjour Georges Druon. Oui, bonjour Florence. Alors vous êtes donc... Bonjour à tous. Merci beaucoup. Vous êtes en réseau de partenariat sous le nom de Centrale nationale du coaching et vous proposez bien sûr de coacher les chefs d'entreprise. Donc en ce temps de confinement, je pense qu'ils ont bien eu le temps d'avoir une idée précise de leur situation financière qui pour certains bien sûr est dramatique. Quels sont les petits conseils que vous proposez pour l'avenir, pour repartir ? Alors moi, je conseille avant toute chose déjà d'avoir les idées claires sur sa situation actuelle. Bon, je pense que
les dirigeants dans les petites. Moi, je m'occupe surtout des relations et de travailler avec les petites entreprises. Je pense que les gens ont pris aujourd'hui la mesure des aides qui leur sont accordées, mais il faut qu'ils aillent plus loin, il faut qu'ils anticipent sur la reprise et qu'ils ne perdent pas de temps à déjà avoir une situation claire de là où ils seront dans un mois ou deux en termes de trésorerie, et puis se projeter d'ores et déjà dans des plans d'action pour retrouver leurs clients, pour mettre en place des actions commerciales, pour finalement être prêts à se relancer correctement. Alors vous dites prévoir l'activité, donc pour essayer de prévoir une trésorerie dès le début du déconfinement, enfin pour ceux qui peuvent. Comment faire si on attend bien sûr les précisions demain par le Premier ministre, mais comment faire pour prévoir? Est-ce qu'il faut moduler ces activités? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles activités complémentaires à la sienne? Alors, pour prévoir, déjà, il faut se prendre des hypothèses, me semble-t-il. Je pense qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps de la reprise après le confinement qui va arriver très vite. Donc, on va dire les 2 ou 3 mois qui viennent, déjà anticiper sur la nature de l'activité qu'on va pouvoir reprendre avec les clients qu'on a. De prendre des hypothèses peut-être basses, moyennes, hautes, pour savoir comment sa trésorerie va évoluer. Et puis ensuite, en effet, il y a un deuxième temps qui va être de se projeter pour savoir comment trouver de nouveaux clients, comment faire de nouvelles offres, comment essayer de peut-être proposer de nouvelles choses à ses clients, et puis surtout comment s'organiser dans les mois qui viennent avec son ou ses équipes, parce que de toute façon il va y avoir forcément des changements d'organisation à prendre en compte. Peut-être que on va pas pouvoir récupérer tout son personnel immédiatement. Il va falloir donc il va falloir remotiver ses salariés aussi, peut-être. Oui, il va falloir remotiver ses salariés, mais il va falloir sans doute aussi calibrer le nombre de personnes qu'il va falloir compte tenu du niveau d'activité qu'on projette. Donc la première des choses à faire, c'est de se projeter en évaluant le niveau d'activité qu'on risque d'avoir ou de ne pas avoir, pour calibrer le niveau de moyens à mettre en œuvre en face. Donc, est-ce qu'on a besoin de récupérer tout de suite l'ensemble du personnel qu'on avait mis peut-être en chômage partiel ou non, compte tenu des hypothèses d'activité qu'on fait ou pas? Est-ce qu'on va garder des gens chez eux pour un moment encore pour faire du travail à distance? Il va falloir en fait bien se pencher sur l'organisation à mettre en œuvre. Et il va falloir aussi penser aux congés d'été. Comment va-t-on organiser ces congés pour l'été qui vient avec son personnel? Alors ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Au-delà de ça, il va falloir se projeter dans l'avenir et se dire qu'est-ce que je vais faire de différent demain? Est-ce que je n'ai pas à penser à de nouveaux services? Est-ce que je n'ai pas à réfléchir sur de nouvelles offres, peut-être un peu plus différenciantes? Parce que je pense qu'on va avoir, et tous les dirigeants vont devoir faire face à de la concurrence un peu exacerbée. Donc, il faut réfléchir un peu à quelles sont les forces qu'on a, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles cibles de clients? Enfin, il y a tout un travail, je pense, de réflexion qui n'est pas facile à faire pour un dirigeant quand il est tout seul dans son entreprise. Et c'est pour ça que vous, en tant que coach d'entreprise, vous les aidez, vous êtes à côté d'eux pour aider à réfléchir? C'est comme ça que ça se passe? Exactement. On est à côté d'eux pour à la fois les aider à réfléchir, à se projeter, mais les aider aussi à faire des prévisions, les aider à mettre en place un plan de trésorerie, les aider peut-être à réfléchir à de nouveaux produits, de nouveaux services, les questionner sur leurs forces, peut-être réfléchir aussi avec eux à leur organisation. Enfin, on est là à la fois pour les aider à réfléchir, pour leur poser les bonnes questions et pour leur amener des outils et des méthodes de travail. Est-ce qu'à la limite, on peut même se poser des questions sur son modèle économique? Est-ce qu'il est bon? Bien sûr. Est-ce que c'est important? Bien sûr. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà reprendre. Donc, la première des choses, c'est de passer le cap, c'est de survivre, et c'est donc d'adapter à la fois son outil et ses actions commerciales à ce qu'on peut faire avec les clients qu'on connaît et relancer la machine. Mais sur la deuxième partie, on va dire, après l'été, il faut absolument réfléchir au changement, à l'évolution de son modèle économique, se poser des bonnes questions sur ce qui peut nous différencier, ce qui peut peut-être répondre à des besoins de nouveaux clients, de nouveaux prospects, éliminer les clients qui, par exemple, sont pas forcément les plus rentables, et puis se projeter avec des nouvelles offres,
peut-être une nouvelle organisation, un nouveau modèle économique, en effet. Et ça n'est pas forcément toujours facile pour un dirigeant dans une petite entreprise. Il est un peu désarmé par rapport à la méthode de travail, par rapport à comment réfléchir sur ces sujets-là, avec quels outils travailler, comment analyser la concurrence, comment mesurer mes forces, comment peut-être recruter ou organiser mon équipe différemment, comment remotiver mon équipe. Tout ça, ce sont des sujets, quand un dirigeant est tout seul et la tête dans le guidon, qui sont des sujets très difficiles. Et puis peut-être qu'en réfléchissant aussi avec son équipe peut avoir des idées ou des forces que le chef d'entreprise a oubliées ou auxquelles il n'a pas pensé. Et ça peut être aussi très motivant. Alors c'est exactement... c'est tout à fait ça. C'est un thème extrêmement important d'accompagner de... D'ailleurs, c'est un des éléments de motivation des équipes aujourd'hui, c'est de participer à la réflexion, c'est d'être impliqué dans les choix stratégiques. Et du coup, les gens apportent leur créativité, apportent de nouvelles idées. Et je crois que c'est l'occasion, justement, le fait de réfléchir sur ces thèmes-là, sur la refonte dans son modèle économique, réfléchir à de nouvelles pistes, de nouvelles cibles de clients, peut-être de nouveaux services. C'est vraiment l'occasion d'impliquer l'ensemble de l'équipe, de les motiver sur un nouveau projet. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est une piste vraiment à travailler. Alors, merci beaucoup en tout cas, Georges Druon, pour ces bons petits conseils. Donc, je rappelle que vous êtes coach d'affaires sous le nom de Centre National du Coaching. Vous faites aussi d'ailleurs de la franchise. Si on veut vous contacter, comment fait-on ? On peut m'appeler. D'abord, j'ai une adresse mail qui est georgesdruon@, donc lecndc.com. J'ai un numéro de téléphone qui est le 06 07 32 89 63. Peut-être tout simplement un site internet. Et j'ai un site internet, oui, www.lecndc.com. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un très bon confinement et puis bien sûr un bon déconfinement aussi. C'est en principe pour bientôt. On en saura beaucoup plus demain grâce à notre Premier ministre qui va s'exprimer. En attendant, on fait une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes. À bientôt, Georges Druon. Changez vos cœurs.
Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était encore une pause musicale avec DJ Charlie et Changer vos cœurs. Alors, nous voici à l'heure de la lecture du jour. Aujourd'hui, on vous propose un extrait d'un livre de Yasmina Khadra. Samira Chakaf Andalousie, bonjour. Bonjour, ça va Florence? Ça va bien et vous, comment allez-vous ce matin? Très très bien. Parfait. Alors, vous avez choisi quel livre de Yasmina Khadra avez-vous choisi? Alors, j'ai choisi Dieu n'habite pas la Havane. C'est l'un de ses tout derniers romans. Yasmina Khadra, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un écrivain en fait qui, pour échapper à la censure militaire algérienne, a écrit pendant 11 années dans la clandestinité. Et en fait, Yasmina Khadra sont les deux prénoms de son épouse. Il les a fait connaître dans le monde entier. Il a été consacré à 2 reprises par l'Académie française. Il a été salué par des prix Nobel. Et il est traduit dans une 50aine de pays aujourd'hui. Voilà. Alors, allons-y. Il a même fait son entrée dans le Petit Robert des noms propres. Absolument. Alors, et puis, il est même venu faire une conférence à Enghien-les-Bains pour ceux qui ont eu la chance de l'entendre. Alors, voilà. Samira, on vous écoute volontiers. Alors donc, Dieu n'habite pas la Havane. Donc pour certains, c'est un hommage romanesque aux chanteurs de rue de la Havane. Et il évite la nostalgie pour mieux composer une histoire de musique et d'amour. C'est l'histoire de Juan del Monte Jonava, qui ne vit que pour chanter. Et au Buena Vista Café, en plein cœur de Cuba, sa voix solaire lui a valu le surnom de Don Fuego, la gloire de la rumba. Et à presque 60 ans, son étoile s'éternit. Le régime castriste aussi. Il a vieilli, il s'ouvre au monde, à l'argent, à la modernité. Et là, le café où il chante, le Buena Vista, change de propriétaire. Et Don Fuego en est réduit à courir le cachet. Et c'est là qu'il rencontre Mayensi, une rousse incendiaire et mystérieuse de 40 ans, sa cadette, qui fait rejaillir le feu de la passion dans les veines du sexagénaire. Alors, on vous écoute? Alors, qui rêve trop oublie de vivre, disait Panchito. J'incarne mon propre rêve, pourtant je croque la vie à pleines dents, sans en perdre une miette. Je cherche toujours le bon côté des choses, car elles en ont forcément un. Je vois le verre à moitié plein, une forme de sourire par-dessus la grimace, et la colère comme un enthousiasme dénaturé. Le monde n'est pas obligé d'être parfait, mais il nous appartient de lui trouver un sens qui nous aidera à accéder à une part de bonheur. Il y a immanquablement une issue à n'importe quelle mauvaise passe, il suffit d'y croire. Moi, j'y crois. Mon optimisme, je le cultive dans mon jardin potager. Je me suis éveillée à la joie de vivre dès l'âge de 5 ans. Quant aux années qui précèdent, je ne m'en souviens pas. Je suis certain qu'elles furent formidables, puisque mes parents l'étaient. Ma mère était commise à Trinidad, sa ville natale. On la surnommait la sirène rousse. Elle était un ravissement avec sa peau de nourrisson, ses cheveux flamboyants qui cascadaient jusqu'à ses fesses et ses yeux verts brillants comme des émeraudes. Lorsque mon père l'entendit chanter pour la première fois, il fut conquis corps et âme. Il l'épousa dans la foulée. Leurs noces se réinventaient chaque soir, leurs étreintes les scellaient. Il leur suffisait de se regarder pour que les aurores boréales se substituent à leurs prunelles. Rarement, amour n'aura été aussi fort. C'était l'amour des gens simples qui, se sachant faits l'un pour l'autre, deviennent à eux seuls le monde. Mon père était un grand et beau mulâtre, prodigieux fruit du croisement improbable d'un aristocrate lituanien en exil et d'une enfant d'esclave affranchie. Il avait hérité de l'un les bonnes manières et de l'autre l'endurance. Avec son vieux costume repassé méticuleusement, son chapeau au ras des sourcils et ses souliers cirés de frais, il aurait pu passer pour un prince de la nuit. Quand bien même il ne parvenait pas à joindre les deux bouts, il ne nous refusait pas grand-chose à ma sœur aînée et moi. Il disait « Être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Être pauvre, c'est manquer de générosité. » Il aurait donné sa dernière chemise au premier venu. Le jour, il vivotait de petits boulots. Le soir, il fumait occasionnellement dans un bastringue pour un salaire de misère avant de décrocher un emploi comme chauffeur de maître. Il avait conduit Luca Luciano, qui possédait un hôtel sur le front de mer, puis un dénommé Brutus, l'une des plus grosses fortunes de Cuba, forcé de déserter l'île au lendemain de la chute de Fulgencito Batista. Lorsque la révolution éclata, mon père se planqua à la maison durant des mois, non par peur mais par principe. Pour lui, se sacrifier était la plus grande injustice qu'on puisse s'infliger. Mourir pour un idéal, arguait-il, c'est confier cet idéal aux usurpateurs. Les orphelins auront beau le réclamer, personne ne le leur prendra. La suite, dans Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Khadra.
Bien sûr, à se procurer aux éditions Julliard, me semble-t-il. Merci, ça. merci beaucoup, Samira Chaka-Fontalussi. Merci à vous. Et à très très bientôt. Et puis bon confinement, bien sûr. Merci, vous aussi. Bonne journée. Bonne journée. Alors, on poursuit notre émission avec donc notre recette du jour, si vous voulez bien. Eh bien, c'est le temps des champignons et des olives. Il fait encore beau aujourd'hui, profitons-en. Alors, je vous propose champignons crus à la tapenade, qui est une recette de Roland Durand, un grand chef qui maintenant est propriétaire du restaurant Passiflore à Paris. Alors, pour 4 personnes, eh bien, il propose 20 têtes de champignons bien blancs et propres, bien sûr, 4 cuillerées à soupe de tapenade, des branches de cerfeuil. Pour la tapenade, c'est simple, vous pouvez la faire vous-même en prenant 250 g d'olive noire, une petite gousse d'ail, 50 filets d'anchois à l'huile, 20 g de capre au vinaigre, 2,5 centilitres d'huile d'olive. Et pour la salade, vous rajouterez de la ciboulette hachée, quelques tomates, des feuilles de céleri si vous aimez, du jus de citron et du sel et du poivre. Alors préparez la tapenade à l'avance, comme je vous l'ai dit, elle se conserve 3 mois au réfrigérateur. Vous dénoyautez les olives et vous mettez la pulpe obtenue dans un mixeur tout simplement. Vous ajoutez les anchois, la gousse d'ail pelée et les capres bien égouttés, puis l'huile d'olive. Vous donnez quelques tours de moulin à poivre, vous actionnez le mixeur jusqu'à ce que le mélange soit réduit en purée fluide et homogène. Et puis vous la versez bien sûr dans un petit récipient en terre ou en verre et vous couvrez d'un filet d'huile d'olive pour éviter que la moisissure se mette dessus. L'huile, ça garde bien. Et puis vous mettez après du film au frais en attendant que vous l'utilisiez. Et puis vous pourrez utiliser cette tapenade pour garnir en dôme les chapeaux bien nettoyés des champignons et même en servir à l'apéritif, présenté sur un petit plat bien sûr, garni par exemple de branches de céleri ou d'autres choses. Vous pouvez mettre des carottes en morceaux également. Sinon pour votre salade, eh bien, vous émincez vos champignons crus, vous les parsemez donc d'olives pour faire joli, vous parsemez un petit peu de tapenade à droite à gauche, vous posez un demi-citron au bord de l'assiette pour ceux qui veulent en rajouter, vous parsemez de capre et vous coupez vos tomates en petits dés par exemple, et puis vous mettez au milieu une cuillère à soupe de tapenade, vous arrosez de jus de citron fouetté avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et puis vous décorez de quelques feuilles de céleri, de ciboulette bien tendre, voilà, et puis vous servez frais et c'est tout. Eh bien, on va se quitter sur cette jolie recette d'été avec Ambre Charlet qui nous rappelle que c'est encore le temps du confinement et qu'il faut rester à la maison. Ça s'appelle Stay at Home. Très bonne journée à tous et je vous retrouve dès demain.